Salut les petits potes! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme la semaine dernière où j'ai parlé de livres, cette fois-ci je vais parler des films. Et au départ je voulais pas parler des films que j'ai vus à Cannes parce que je voulais faire On adore l'avion. Je disais que je ne voulais pas parler des films à Cannes avant de poster la vidéo récap de mai. Parce que je voulais vous montrer comment c'était Cannes avant de parler des films de Cannes. Et puis je me suis dit, c'est stupide, autant faire une vidéo parce que tout le monde est un peu dans l'euphorie encore de Cannes. Et donc, Margot poste une vidéo des films que tu as vus, puis ça peut être intéressant aussi pour les films qui vont bientôt sortir. Donc, voilà, on va parler des films de Cannes. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, les avis que je vais donner sur ces films, c'est vraiment les miens en fait. Ils sont hyper subjectifs, j'ai pas du tout confronté mes idées avec des critiques, j'ai pas pu en parler vraiment avec d'autres personnes, même si j'en ai parlé avec mes amis qu'on était plutôt d'accord. Et encore une fois, je connais pas toute la filmographie de tous les réalisateurs, donc voilà, c'est juste pour vous partager les films qu'il y avait en compétition et vous donner un avis global, un avis lambda. Les films que j'attendais vraiment pour le coup, c'était le Cronenberg, le Park Chan-wook et Leila Esposer. Le réalisateur, c'est Saïd Roustahi, je suis désolée si je le prononce mal. Et au festival, j'ai vu qu'il y avait le Koreeda avec Song Kang-ho dedans, donc je me suis dit ok, il faut que je le vois absolument ce film aussi. Durant le festival, j'ai vu pas mal de films finalement, 13 films au total, 14 en réalité, mais je me suis endormie. Et on commence tout de suite par le premier film que j'ai vu au festival qui s'appelle Don Juan de Serge Bono, avec Virginie Efira et Tahar Rahim. Alors ce film, comment dire, j'ai pas du tout aimé. Non, en vrai c'est pas totalement le cas, j'ai pas beaucoup apprécié le film. C'est censé être la comédie musicale du festival de cette année. Comment dire, moi ça m'a pas trop dérangé, j'ai bien aimé les chansons. Il y en a pas tant que ça, je crois qu'il y en a 3 dans le film. C'est pas du tout une comédie musicale. C'est des chansons type Jacques Demy en fait. Ça va être des chansons qui vont expliquer les faits, les gestes. C'est pas très théâtral comme on peut voir dans les comédies musicales hollywoodiennes. C'est vraiment très posé, très banal, très dans la vie quotidienne. C'est pas spectaculaire du tout. Ce qui m'a le plus dérangé en revanche, c'est que il y a un gros problème de montage et il y a un gros problème de direction des acteurs. À part si c'est fait exprès, hein, mais comme j'ai dit, j'ai pas vu les autres films du réalisateur, mais Virginie Efira et Tahar Rahim sont censés être des bons acteurs, et même eux, t'as la sensation qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. T'es en mode, non, c'est pas juste là, c'est pas très bon en fait. En fait, il y a une idée assez sympa qui est complètement basique, mais le fait de rompre avec une personne, et cette personne, vous allez la voir partout en fait, où vous allez, et vous allez la voir en chacune des gens que vous rencontrez. Et donc Virginie Efira joue plusieurs rôles. Donc c'est assez intéressant dans la mise en scène de voir ça en fait, de rendre concrète une métaphore à un sentiment. Mais par ça, vraiment, le film, il y a des longueurs, il y a des gens qui savent pas jouer. Il y a un moment donné, il y a une comédienne qui est censée ne pas bien savoir jouer. Mais la comédienne du film joue pas bien, elle est mal dirigée. Je sens que c'est pas un problème d'acteur, puisque Virginie Efira et Tahar Rahim sont vraiment des bons acteurs de base. Mais là, ils sont pas du tout dirigés, et du coup, il y a des moments de faux. Donc je me dis peut-être, hein, c'est vraiment genre une supposition que je fais, c'est que c'est vraiment un film qui découle de la nouvelle vague où le fait que les acteurs ne savent pas jouer, le fait qu'il y ait des chansons comme ça qui cassent le récit, le fait que le montage soit un peu choquant, plus dans le sens où ça te sort du récit, sauf que
Sauf que c'est bon, la nouvelle vague, on la connaît, on l'a compris, ça fait un moment et on passe à autre chose, non? Je veux dire, j'en ai marre de voir du cinéma français qui essaye de reproduire la nouvelle vague. Mais ça, c'est vraiment mon avis personnel, c'est-à-dire que le cinéma français, c'est autre chose que la nouvelle vague. Prenez Teddy, par exemple, Teddy des frères Bouguerma. Il est vraiment bien, c'est un film fantastique français, pur français, on sent que c'est français, et en même temps, il est super bien mené, super bien filmé, l'histoire est vraiment bien amenée, enfin la narration est bien, tu vois, ça aurait pu être un film américain sans le pou 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 de partout que moi je supporte pas, et c'est pour ça que je trouve Teddy vraiment très bon comme film. Voilà, j'ai hâte de voir l'année du requin qui sort en août. Je vais laisser le cinéma français en dehors de cette nouvelle vague, j'en peux plus. Ensuite, le prochain film dont nous allons parler, c'est Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi. Ça se passe dans l'école des Amandiers, co-dirigé, parce que c'est pas vraiment le directeur, c'est le directeur du théâtre, par Patrice Chéreau. On suit le groupe de jeunes de 12 élèves qui ont été reçus dans l'école. J'ai bien aimé, parce que c'est un drame qui est bien ficelé, qui a plein de rebondissements. C'est une autobiographique, je crois que la réal a été aux Amandiers, a vécu ceci. Ça se passe donc dans les années 80, 86 je crois même. Les personnages sont très très forts, enfin, ils sont déjà ils sont très bien menés, ils sont très bien présentés, ils sont très bien mis en scène aussi, parce que la mise en scène ça fait beaucoup aussi pour un personnage, et tu les reconnais caractéristiquement. Vraiment, ils jouent super bien. Déjà, ils jouent super bien, les personnages sont super bien marqués. La mise en scène est forte aussi, elle est hyper jolie, hyper fluide, hyper touchante. L'histoire aussi est touchante, évidemment que l'histoire est touchante, c'est un drame, mais c'est un drame très bien mené, tu pleures pas pour n'importe quoi, t'es vraiment pris dans l'histoire. Louis Garrel est incroyable dedans, mais vraiment incroyable dedans. Il est d'une justesse ouf. J'avais jamais vu un film avec Louis Garrel. Et il est vraiment pointilleux sur son rôle. Enfin, il est vraiment dingue dedans. Mais tous les comédiens, la fille, elle joue très très bien. Elle est super touchante. Sa pote aussi est vraiment juste. Et le gars est d'une justesse aussi, je sais pas comment il s'appelle, Sofiane Benacer, je suis désolée. Il est toxique à souhait, mais ce qui en fait un personnage hyper prenant. J'avoue que moi, avec mon petit côté Marie-Thérèse, j'ai envie de l'aider, de le sortir et tout, mais c'est pas possible parce que c'est un mec, enfin... J'ai pas envie de spoiler, mais en gros, il y a tout un truc de... Voilà, il est toxique ce gars, donc c'est pas possible, c'est impossible. Mais il est génial, il est sublimement joué. Vraiment, vraiment... Non mais vraiment, le jeu dans ce film est parfait. En revanche, et c'est une fille du groupe d'amis avec qui j'étais qui l'a soulevé, c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose d'assez malsain dans le film. Notamment parce qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Il y a des gens qui sont embrassés de force, il y a des gens qui font des menaces en mode là si tu m'embrasses pas je me suicide, enfin plein de choses comme ça, et c'est jamais remis en question. Même si le film joue dans ces années 1980, donc il y a une certaine liberté, il y a une certaine naïveté aussi. Aujourd'hui c'est un peu compliqué de faire ce genre de choses parce qu'on a évolué, parce qu'il faut évoluer aussi, il faut poser un regard critique aussi sur ces faits. Ils enjolivent trop le fait que les comédiens et ce qu'ils jouent et la réalité se fondent trop en fait. Il n'y a plus de limite entre la réalité, le jeu, et ils en font quelque chose de beau et de sacré, et c'est faux, et c'est malsain en fait, parce que ça reste un travail. Il faut savoir rester en dehors de son jeu et ne pas ramener de jeu à la maison, parce que c'est pas bon. Et c'est ce que disait Mads Mikkelsen aussi dans sa rencontre. Après apparemment, et ça je sais pas, mais apparemment c'est vraiment comme ça que ça se passait dans les Amandiers, et cette école était connue pour ça en fait.
Voilà, mis à part ça, qui est vraiment un point qui titille un petit peu, le film est plutôt bon, vraiment. Maintenant on passe à troisième film que j'ai vu au Festival de Cannes, Decision to Live de Park Chan-wook. Alors ça, c'est un film que j'attendais énormément, comme je l'ai dit je crois au début de la vidéo, et j'ai été déçue de ouf. Peut-être pas de ouf, mais j'ai été déçue. Je m'attendais vraiment à un film hyper nerveux, hyper transcendant. Un peu à la Old Boy où t'es essoufflé, t'as des moments de récupération et tout. Et là, pas du tout. C'est une enquête policière sur un gars qui, on ne sait pas vraiment s'il s'est suicidé ou pas, et sa femme a l'air étrange. Et donc on suit le policier qui enquête sur cette affaire et il tombe peu à peu amoureux de la suspecte. Déjà je le trouve super lent. Je le trouve super lent et long. Les personnages secondaires sont cool, sont plutôt sympas. Il y a quand même une forme d'enquête qui peut être sympa. La mise en scène est hyper précise, hyper soignée. Les comédiens jouent bien. Mais je trouve que le personnage principal est ennuyeux, mais à mourir. Je veux dire, il s'énerve jamais, il pleure jamais, il rit jamais, il est fade, mais fade. Et pourtant c'est con parce que c'est comment il s'appelle, Park Hae-il qui le joue. Et je sais que je l'avais beaucoup aimé justement dans The Host de Bong Joon-ho. Mais c'est dommage parce que le film il mériterait à être plus vivant. Voilà, en fait le film est mort. On s'ennuie presque. À un moment donné j'étais mais là il est quelle heure? Il dure combien de temps le film? Il est long, vraiment. Ensuite, autre film, Les Crimes du futur ou Crimes of Future de David Cronenberg. Je mets sur pause 2 secondes juste pour vous informer que ce que je vais dire par la suite sur Crimes of Future, c'est un avis que j'ai eu sans rien lire sur le film, sans rien lire sur Cronenberg et en connaissant vraiment rien en fait sur Cronenberg. Et en discutant par la suite, j'ai appris certaines choses sur la filmographie du réalisateur, notamment sur le fait que le film... en fait il a été écrit il y a plus de 20 ans, enfin il y a 20 ans, donc voilà, je remis en contexte, le film est super intéressant et devient quelque chose à étudier. Je dis pas que j'ai aimé, mais à étudier. Je l'attendais avec impatience ce film et j'ai été hyper déçue. Après, voilà, David Cronenberg c'est typiquement le genre de réalisateur que je connais, j'ai vu La Mouche et Crash et j'ai adoré les deux. Mais je peux pas vraiment avoir d'avis sur sa filmographie, donc je peux pas comparer ce film-là avec le reste de sa filmographie. Le film, on suit... En fait, j'ai pas compris l'histoire du film, donc je peux pas trop vous la raconter. De toute façon, je sais que si vous voyez cette vidéo, vous voulez pas trop être spoilé, donc je vais pas trop en dire, mais en gros, voilà, c'est des crimes qui se passent dans le futur, et c'est tout un truc avec des organes internes, des greffes et tout ça, il y a tout un jeu comme ça sur le corps. Ce que l'on retrouve habituellement dans les films dans les films de Cronenberg. J'ai vu 2 films, donc La Mouche et Crash, et dans ces 2 films, il y a vraiment ce jeu sur la destruction du corps, sur le remaniement du corps, sur la métamorphose du corps. Et là, c'est pas ça. Et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est censé vraiment être quelque chose de presque trash. Le cinéma de Cronenberg, il y a vraiment ce côté chair, ce côté je déchire la chair, et là j'ai pas retrouvé ça, même si voilà, il y a des moments de scission, il y a des moments de fouillement dans les intestins et tout, mais je trouve que le film ne va pas assez loin dans son propos. Ensuite, il y a beaucoup trop d'intrigues en même temps, donc on les suit pas tout, on comprend pas tout. À la fin, vraiment, la fin, j'étais mais c'est fini là? Enfin, comment ça, c'est fini là? Et en revanche, des points positifs à ce film, il y en a vraiment beaucoup. La mise en scène est incroyable, point positif. Les acteurs sont incroyables, point positif, même si Kristen Stewart, je comprends pas ce qu'elle fait sur l'affiche parce qu'elle a pas un rôle hyper important non plus.
Mais voilà, les acteurs sont tellement bien dirigés, il a fait un travail de ouf sur le corps des acteurs, avec les placements, avec la façon de se mouvoir, la façon de respirer, la façon de parler, la façon d'être des acteurs. Et ça, c'est vraiment génial. Le film que j'ai vu ensuite, c'est Tori et Lokita, des frères Dardenne. J'avais jamais vu un film des frères Dardenne, donc j'ai commencé par celui-ci et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que il est simple, mais je pense que tous leurs films sont comme ça. Il est simple, il n'y a pas de musique, c'est pas du tout épique, il n'y a pas cette notion d'aventure et tout, pourtant ça en est une en fait, mais c'est une tragédie de ouf. Le sujet est super sensible, mais il est jamais mis en avant. Ça parle des immigrants et des gens qui n'ont pas de papier et qui arrivent en France et qui doivent se débrouiller. Et en fait, on suit Lokita et Tori. En fait, ils veulent prouver qu'ils sont frères et sœurs. Voilà, que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les parents et ils vivent dans un centre d'accueil pour les enfants. Ce film m'a beaucoup touchée. J'ai beaucoup aimé la relation entre les deux personnages principaux. J'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs. Je l'ai trouvé hyper touchant, hyper juste. Le film est parfois super violent, je vais dire. Mais c'est pas vraiment... Enfin si, il est violent. Le film est violent. Mais c'est filmé de façon tellement réaliste que tu tombes pas dans l'empathie en fait. Le film est pas du tout empathique, il est juste observateur des scènes, ce qui le rend encore plus effroyable. Voilà, donc c'est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, c'est pas du tout le genre de film, encore une fois, vers lesquels je vais me tourner, mais je suis contente de l'avoir vu et je suis contente d'avoir pris conscience de ce qui peut se passer pour ce genre de personnes. Je trouve ça fou que l'État n'aide pas plus la mise à faire rentrer les gens en fait dans notre pays. Donc le film très bien, très bon. Je crois que ça change pas beaucoup des films précédents qu'ils ont fait, mais comme j'en ai pas vu, je peux pas trop dire, mais voilà. Ensuite, le film que j'ai vu après, c'était L'Innocent de Louis Garrel. Et ça a été une petite claque. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé touchant, drôle. Il y a quelques petites erreurs parfois, mais en même temps, t'es en mode ouais, non, mais ça fait trop du bien, c'est tellement drôle. Mais en fait, je pense qu'on remarque les erreurs parce que le film est super léger. C'est un sujet super fort qui aurait pu partir en drame ou en film d'action, mais ça reste une comédie. En fait, c'est une comédie noire, je trouve. Et c'est un peu flashy, il y a de la couleur et tout. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai un sentiment que ça fait très roman. Non, mais j'ai bien aimé, justement. Et Louis Garrel joue, encore une fois, super bien. Noémie Merlan, incroyable dedans. Mais vraiment, elle est dingue, cette fille. Je l'ai pas vue dans Le portrait d'une jeune fille en feu, mais dans ce film, elle est génialissime. Vraiment. Superbe. Et l'histoire, en gros, c'est Louis Garrel qui rencontre son beau-père. En fait, son beau-père sort de prison et Louis Garrel ne lui fait pas du tout confiance, sauf que il va y avoir un retournement de situation un petit peu et finalement ils vont se retrouver embarqués dans une histoire. Bref, je dis pas plus, le film est vraiment bien, il est pop, c'est sympathique. Ensuite, le film d'après, c'est Métronome. Je pense que c'est pas du tout un film qu'il faut voir à 8h30 du matin. Ça parle d'une fille qui rompt avec son petit copain parce qu'il part de Roumanie et c'est dans les années 1972. Donc le pays est sous contrôle militaire, je crois, ou un truc comme ça. Et donc son petit ami part du pays définitivement. Donc elle est effondrée et tout. Et en fait, à une soirée, il va y avoir... bref, il y aura des problèmes, quoi. Le film est hyper bien... Je crois que je le dis trop souvent hyper bien dans ce un bon petit film sympa. Je pense que je l'aurais plus apprécié en l'ayant vu dans un autre cadre. Et surtout pas à 8h du matin parce qu'il est vraiment très long. Très long. Ça tourne un peu en rond. Non, j'ai bien aimé. Puis c'est sympa de voir l'ambiance de ce pays à cette époque-là. Ensuite, l'autre film que j'ai vu, c'est Nostalgia de Mario Martonnet, j'imagine. C'est avec Pier Francesco Favino, qui est adorable. Je l'ai croisé dans la rue à Cannes et du coup je suis allée le voir, je lui ai fait que j'avais bien aimé le film, ce qui est le cas.
Il a fait ah, merci, il m'a serré la main, j'étais oh là là, il est trop gentil. Le film est vraiment sympa, c'est un peu long, c'est un film un peu d'errance policier, c'est ça qui est un peu marrant, mais c'est un gars qui revient à Naples, je crois que c'est Naples. Il déambule dans les rues, on comprend pourquoi il est parti, et il y a des souvenirs qui reviennent en fait. Le film est vraiment bon, la mise en scène est belle, les acteurs jouent bien. En fait c'est marrant parce que la fin, c'est vraiment le moment où tu penses qu'il va y avoir une poussée d'action, qu'il va y avoir un moment de vif, presque nerveux encore une fois. Et en fait, pas du tout, ça se termine de façon très abrupte. Mais c'est logique. Moi, je vous le conseille, c'est sympa à regarder. Ensuite, le film que j'ai vu, c'est Leila Sporzos, Leila et ses frères, de Saïd Roustahi. Que dire sur ce film? Pour le coup, celui-là ne m'a pas du tout déçu. Je l'attendais avec impatience et il m'a pas du tout déçu. Beaucoup. Ça va être que ça en fait, beaucoup, très. Le film est bien tourné. Il y a des scènes hyper cool, notamment il y a une scène de confrontation qui est génialissime à un moment donné dans une réserve avec des cartons et tu es en mode mais c'est trop bien pensé, c'est pour montrer la domination d'un gars et tout. L'actrice est géniale, les deux acteurs principaux de La Loi de Téhéran étaient là et vraiment, là vraiment c'est des bons acteurs, c'est vraiment, tu les reconnais pas, je veux dire au bout d'une heure de film j'étais ah mais c'est lui, ah mais non. L'autre je l'ai reconnu, Navid Mohammadzadeh, je suis désolée pour les noms. Lui je l'ai reconnu tout de suite, mais encore une fois il joue tellement bien et en fait tu te laisses embarquer. L'histoire est trop bien parce qu'il y a tout ce côté thriller un peu que j'ai bien aimé dans La Loi de Téhéran qu'on retrouve dans Leila et ses frères, même si c'est un drame familial parce que ça reste quand même un drame familial et t'as cette tension parfois à des moments qui est hyper sympa, mais c'est pas comme dans La Loi de Téhéran où vraiment t'as ce côté déchirant, t'as ce côté de c'est horrible. Là non c'est pas le cas, c'est plus c'est un problème de famille. Ce film, très bon. Ah, je crois qu'il va couper quelques scènes, j'ai entendu ça. Mais du coup, j'irai le revoir et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ah, ça fait combien de temps? 45 minutes. Hein. L'autre film que j'ai vu, c'est Close de Luca Don. J'ai pas vu Girls, qui est son dernier film. Donc là, encore une fois, j'arrive néophyte face à ce réalisateur. J'ai adoré le film. Adoré. Les acteurs sont trop bons, trop bien, trop touchants. C'est l'histoire en fait de deux meilleurs amis qui sont voisins et qui vont à l'école ensemble en plein milieu de la campagne, c'est une école de campagne. Et en fait ils rentrent en 6e et le truc c'est qu'ils sont tellement proches l'un de l'autre, ils dorment ensemble, ils se font des câlins, tout ça qu'au bout d'un moment il y en a un qui va être traité de tapette. Et donc il va décider de prendre ses distances pour faire genre que c'est un vrai mec. Et voilà, donc c'est l'histoire de cette évolution en fait entre ces deux petits garçons. J'ai pas envie de spoiler plus, mais disons que il y a une notion qui est vraiment bien amenée et bien traitée, qui est encore une fois juste. Le montage va être horrible, j'arrête pas de dire hyper très bon, mise en scène très bien, hyper touchant, hyper juste. Ça va être affreux. Hein. Ça va être affreux. Je sais pas ce que je dis d'autre sur les films, mais bon. La mise en scène amène cette notion de façon juste. Déjà, t'es bouche bée devant la révélation. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est horrible. Et ensuite, du coup, toute la deuxième partie du film, c'est cette notion. Tu la comprends en fait, c'est juste des gens complètement perdus parce qu'il y a eu cet événement et tu te dis c'est affreux et en même temps c'est tellement normal de réagir comme ça. Je vous conseille d'aller le voir, j'aime beaucoup mais ce film m'a profondément touchée et encore une fois là ça m'énerve parce que si on pouvait changer la vision de ces gens qui disent parce que vous êtes tout le temps ensemble, vous dormez ensemble, parce que vous faites des câlins,
vous êtes ensemble et vous êtes homosexuel, et c'est mal d'être homosexuel, mais merde, on s'en fout. Enfin, je veux dire... Passons à autre chose parce que ça va m'énerver maintenant. Ah oui, si, sur ce film, je voulais aussi dire que... il y a des petites erreurs, c'est mon avis, hein. Mais le réalisateur voulait pas du tout que ça soit dans la justesse près, dans le millimètre près de réalisme et tout ça. Il voulait vraiment passer une émotion, donner une émotion, et tu la reçois en pleine face en fait. Donc ça marche, ça fonctionne très très bien. Ensuite, le film que j'ai vu, et je crois que c'est mon coup de cœur de Cannes dans la catégorie Un certain regard, c'est Mediterranean Fever. J'ai beaucoup aimé ce film. Ça parle d'un père de famille qui est dépressif et en gros il veut se suicider. Et finalement, il y a un voisin qui emménage en face de chez lui. Et son voisin il est hyper wouhou et nanana et trop bien et tiens et coucou voisin et tout ça. Et finalement ils commencent à bien traîner ensemble et on se rend compte que le voisin qui fait wouhou et tout, et il traîne avec des gens qui sont pas très cool. Bref, je n'en dis pas plus. Le film est vraiment très bon, il est drôle. Mais vraiment drôle, il est juste. Je crois que j'arrête pas de dire ça, juste, touchant et il est drôle. Mais c'est vrai en fait, tous les films que j'ai bien aimés, ils sont justes en fait. J'aime bien les films qui sont justes et qui en mettent pas plein la vue. Et là, il en met pas plein la vue le film. Et ça fait plaisir de voir des films comme ça avec un petit budget parce que tu sens qu'il n'y a pas un énorme budget derrière, qui est humble. Pour le coup, celui-là, je vous le conseille. Ensuite, j'ai vu Mascarade de Nicolas Bedos. Je n'ai vu aucun film de Nicolas Bedos, à part OSS 117 que j'ai détesté, voilà. Mais Mascarade, j'ai beaucoup aimé. C'est un film avec Pierre Ninet, Isabelle Adjani, François Cluzet et Marine Vact. Et c'est l'histoire de Adrien et Margot qui se rencontrent. En gros, ce sont des manipulateurs en fait. Ils vont traîner avec des gens riches, ils couchaient avec eux pour de l'argent. Qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Déjà, il y a une héroïne qui s'appelle Margot. J'ai fait, vas-y, je saute dessus. Il y a tellement peu d'héroïnes qui s'appellent Margot. En plus, OT, je fais, ok, vas-y. Le personnage féminin de Margot est hyper ambivalent. Et moi, j'ai beaucoup accroché à son histoire et à qui elle est. Et je comprends parfaitement pourquoi elle réagit comme ça. Et en même temps, elle a ce côté de... C'est une fille libre qui vit comme elle l'entend et comme elle veut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve très intéressant. Comme figure de personnage, en fait. J'aimerais bien pouvoir écrire un personnage comme ça un jour. Et vraiment le développer plus que ça parce que c'est pas le personnage principal. Le personnage principal, c'est celui de Pierre Ninet. Je me suis un peu retrouvée dans cette fille-là. Le personnage de Pierre Ninet, Pierre Ninet, j'ai bien aimé, hein, mais il fait du Pierre Ninet, quoi. Donc, mais bon, ça, c'est sympa. Et c'est horrible parce que j'ai un ami qui joue comme lui. En fait, il s'est super inspiré de Pierre Ninet, donc c'est normal. Mais ouais, il a la même manière de jouer. Donc parfois, je voyais Pierre Ninet. Je crois que j'avais vu aucun film non plus avec Pierre Ninet dedans. Ou alors, si, j'ai vu OSS 117. Et quand je voyais Pierre Ninet jouer à l'écran, j'étais en mode mais Léonard, sors de là, s'il te plaît. Et le film est hyper bien mené, il y a plein de manipulations et tout, moi j'adore ce genre de film, et donc c'est hyper bien ficelé, tout se concorde et tout, il y a des twists et il y a pas répétition, enfin bref, c'est trop bien. Puis l'image est trop belle, puis ça se passe du côté de Cannes, donc c'est sympa. Je vous le conseille vraiment. Il y a peut-être des petits soucis par-ci par-là parce que c'est un peu fouillis. Les crimes ont déjà tous été faits et en fait ils sont devant le juge. Ça commence comme ça en fait, et sauf que tu l'oublies rapidement, t'as juste, en fait ça sert de commentaire au personnage sur ce qui se passe. Ensuite, le dernier film que j'ai vu, c'est Les Bonnes Étoiles de Hirokazu Koreeda. Et ce film est ma palme d'or du Festival de Cannes. Après je suis hyper heureuse parce que Song Kang-ho a eu le prix d'interprétation masculine et ça, il le mérite mais de ouf, déjà pour tous les rôles qu'il a joué. Non mais Song Kang-ho, mais je suis devenue fan, ça y est. Cet acteur est incroyable, cet acteur est dingue, mais dans tous ses rôles, tous. Tu le reconnais pas en fait, il est tellement ouf. Je pense que c'est ça en fait, un acteur, c'est pas un acteur qui a une façon de jouer. C'est très bien un acteur qui a une façon de jouer, mais
Il faut vraiment qu'il réussisse à jouer de façon à ce qu'on l'oublie et qu'il rentre dans la peau du personnage. Et Song Kang-ho, c'est exactement ça. Il est juste dingue, juste trop fort. Donc, Les Bonnes Étoiles, ça parle de quoi? C'est une fille qui abandonne son enfant, son bébé, devant une église en fait, devant un foyer, et qui part. Et en fait, deux personnes de ce foyer vont récupérer l'enfant et vont décider de le vendre à des familles en fait. Et en parallèle de ça, il y a les policiers, une équipe de policières qui veulent arrêter ces trafiquants en fait. Donc on suit les deux trafiquants qui retrouvent la mère et donc on suit ce petit groupe pour vendre l'enfant. J'ai pas vu d'autres films de Koreeda. J'avais commencé à voir Une affaire de famille que j'ai adoré, sauf que je me suis endormie devant et j'ai jamais recommencé le film. Il faut vraiment que je le re-regarde parce que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là c'est pareil en fait, ça parle d'une famille. C'est pas vraiment une famille du coup, mais c'est ce sentiment qu'il y a une famille en fait derrière. Je suis en train de vous spoiler le film de ouf. Alors, je vais pas mettre tout ce que j'ai dit plus avant parce que je suis vraiment en train de vous spoiler. Tout ce que vous avez à retenir, c'est que c'est un film qui, d'une certaine façon, reprend cette notion de la famille et des relations que tu peux avoir avec différentes personnes que tu peux considérer comme ta famille. Et je trouve cette vision de la famille qu'on choisit qui est très jolie. Ensuite, les acteurs sont juste, comme j'ai dit, Song Kang-ho, incroyable. Cet acteur est incroyable. Et il y a aussi Lee Ji-yeon, je suis désolée pour ma prononciation, c'est IU. C'est IU, la chanteuse coréenne, qui est géniale aussi. Et il y a aussi Bae-doona, que nous avons déjà vu dans The Host, qui joue la policière. Et trop cool aussi. Donc c'était voilà tout mon ressenti face au film du Festival de Cannes. Ensuite, mon expérience du festival était génialissime. Et j'espère que vous verrez ça dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous parce que vous êtes des personnes formidables. Aimez et partagez et pas seulement la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!